Smart Bourse vous est présenté en partenariat avec Arthur. La gestion des plus fortunés, enfin pour tous. Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la croissance de la zone euro qui réaccélère au deuxième trimestre. C'est le titre macro à la une, une croissance de 2% pour l'ensemble de la zone euro en première estimation sur le deuxième trimestre, avec dans le détail une croissance française à plus 0,9%, une croissance allemande à plus 1,5%, l'Italie est à 2,7%, l'Espagne à 2,8% de croissance sur le trimestre écoulé, ce qui donne, si on regarde un peu la big picture macroéconomique, une zone euro dont l'économie en taille est 3,5% inférieure à son niveau pré-Covid. Si on prend le quatrième trimestre 2019 comme référence, ce gap, cet écart sera comblé au fur et à mesure des prochains trimestres, on l'espère d'ici la fin de l'année. La zone euro qui enregistre par ailleurs une inflation légèrement supérieure à 2%, le chiffre était attendu. On sait qu'on est dans une phase de rattrapage et cette inflation, il faut la lire bien sûr avec le contrepoint de ce qui s'est passé il y a un an. On était sur une déflation, en tout cas une inflation très négative au cours du deuxième trimestre 2020. Donc tout ça est en train de se corriger. L'inflation globale en zone euro sur ce mois de juillet ressort à 2,2%. Voilà pour les chiffres macro du jour. L'autre partie de l'actualité, ça reste bien sûr les résultats d'entreprise qui sont encore nombreux, à commencer par les résultats des grandes entreprises du CAC 40. Les trois quarts d'entre elles auront publié leurs résultats cette semaine. On commence à avoir là aussi une vision assez globale d'excellentes performances pour les grandes entreprises du CAC. Essilor par exemple signe une des plus fortes hausses du jour après ces résultats. Vous aurez le détail dans un instant avec Eva Ben Saadi depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et puis comme chaque dernier vendredi du mois, on fera un bilan du mois écoulé à travers les indicateurs de flux et de collecte sur les fonds des sociétés de gestion, des indicateurs qui sont compilés par Cantalis, et c'est Pierre Miramont de Cantalis qui sera avec nous en plateau. Le mois de juillet ne marque pas de rupture par rapport aux tendances observées, mais on note quand même un peu plus d'attentisme, un peu plus de dispersion peut-être dans les performances de marché, c'est sûr, et également dans les flux de collecte. On fera le point donc dans un instant avec Pierre Miramont de Cantalis. Des marchés qui terminent tranquillement cette semaine sans véritable tendance sur les indices européens. Beaucoup de résultats et l'OPA sur Iliad, évidemment, qui sont les sujets majeurs aujourd'hui à la Bourse de Paris. Eva Ben Saadi est avec nous depuis la salle de marché de Bourse Direct. Le CAC 40 aussi autour de l'équilibre à la mi-journée. La dynamique qui a porté les actions hier semble s'essouffler. Les investisseurs sont partagés entre une réunion de la Réserve fédérale confuse, une croissance américaine pour le deuxième trimestre en dessous des attentes et des résultats décevants pour certaines entreprises. Ils devront d'ailleurs digérer encore aujourd'hui une nouvelle avalanche de résultats. Côté statistique, les investisseurs ont pu très tôt aujourd'hui regarder le PIB en France qui se redresse de 0,9% au deuxième trimestre 2021, après être resté stable au trimestre précédent selon l'INSEE. L'inflation, toujours en France, elle ralentit en juillet avec une augmentation de 1,2% contre 1,5% le mois précédent. En Allemagne, la croissance, elle rebondit de 1,5% au deuxième trimestre 2021 après une contraction de 2,1% sur les 3 premiers mois de l'année. En zone euro, le PIB lui bondit de 2% toujours au deuxième trimestre. De l'autre côté de l'Atlantique, les investisseurs pourront regarder cet après-midi l'indice PMI de Chicago et l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de juillet. Les valeurs à suivre maintenant en France. Renault qui a indiqué avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre en dégageant un profit de 354 millions d'euros contre une perte record de 7,3 milliards un an plus tôt. Schneider Electric en hausse après avoir relevé ses objectifs pour l'exercice 2021 pour la deuxième fois de l'année et après avoir enregistré des performances records et supérieures
supérieur aux attentes au premier semestre. Sur la période de janvier à juin, le résultat net du groupe a doublé à 1,56 milliard d'euros contre 775 millions d'euros au premier semestre de 2020. Et si l'or Luxottica est en hausse aussi à la mi-journée, le groupe a revu en hausse ses objectifs financiers pour l'année en cours, après avoir dépassé au premier semestre ses niveaux de résultats d'avant-crise. Vinci renoue avec les bénéfices au premier semestre. Le géant du BTP a dégagé sur les 6 premiers mois de l'année un bénéfice net de 682 millions d'euros, à comparer avec une perte nette de 294 millions d'euros sur la même période de 2020. Il a par ailleurs annoncé ne pas s'attendre à retrouver dès cette année le niveau de profitabilité d'avant la pandémie en raison du poids des activités de concession. Legrand a relevé son objectif de chiffre d'affaires pour 2021 à la suite d'une hausse de ses résultats au premier semestre. Le spécialiste des infrastructures électriques vise désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires d'au moins 10% cette année, contre une hausse comprise entre 4 et 7% auparavant. Engie qui fait état de performance en nette hausse au titre du premier semestre, avec notamment un résultat net récurrent part du groupe de 1,4 milliard d'euros. Iliad, en marge de l'annonce de ses résultats du premier semestre, l'opérateur télécom a annoncé son intention de lancer une OPA sur ses propres titres. Au prix de 182 € par action. Enfin, L'Oréal et Hermès qui publient tous les deux des résultats en nette progression au premier semestre. Eva Ben Saadi avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Et comme chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse, on fait le bilan du mois avec les équipes de Cantalis. Et c'est Pierre Miramont qui est à mes côtés, le responsable de l'analyse de fonds et des portefeuilles modèles chez Cantalis. Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Avec vous, on se focalise alors sur le comportement des investisseurs à travers les indicateurs de flux et de collecte que vous compilez chez Cantalis. C'est une partie de votre activité très précieuse pour nous, évidemment, sur les marchés. Juste avant de parler du mois de juillet spécifiquement, gardons en tête la toile de fond 2021 qui n'a pas changé à ce stade. 2021 est une année action, mais quand je dis une année action, mais c'est dans des proportions qu'on n'a jamais vues depuis plus de 10 ans maintenant en termes de flux de collecte. Complètement. L'année 2020, c'est l'année 2021, pardon, c'est l'année des actions. Le mois de juillet n'a pas disrupté cette dynamique, et puis la collecte est très forte. On a 210 milliards d'euros collectés depuis le début de l'année. C'est 70% de la collecte de 2020 déjà. Ouais. Il nous reste 5 mois. Si on osait la projection, on extrapole un peu. Est-ce qu'on se dit qu'on va atteindre à minima les mêmes niveaux que l'an dernier, si ce n'est mieux, sachant que 2020 était déjà une année assez prolifique, parce que pendant le rebond, on avait eu énormément de collecte. Donc une année très forte en collecte et, comme vous le soulignez, principalement des actions. On a 173 milliards d'euros de collecte sur les actions. Sur 210 milliards de collecte totale, c'est 173 milliards sur les actions. C'est 173 milliards sur les actions, c'est plus que l'an dernier, c'est plus en 7 mois. En 7 mois. Oui, non, mais pour avoir quand même cette image en tête. Il faut avoir cette image en tête et c'est plus que les 10 dernières années. Enfin, c'est le record des 10 dernières années. Pour donner encore plus de relief à cette tendance, si on regarde la moyenne sur ces 10 dernières années, on est à 50 milliards. Donc on est 3 fois plus que d'habitude sur une année complète. Ouais. Le mois de juillet ne marque pas de rupture avec ces tendances. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même des enseignements de ce mois de juillet, là, des flux de collecte que vous avez pu observer, Pierre? Sachant, je le dis, alors en termes de performance boursière, c'est un mois qui est un peu moins évident, les dynamiques ont un peu changé. C'était un mois aussi très chargé en termes d'actualité, on le voit encore avec la série de publications d'entreprises, les banques centrales sont passées par là, etc. Donc il y a eu une masse d'informations très importante pour les investisseurs. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'informations. Quand on regarde la collecte, justement, on n'arrive pas à délier cette information. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'hésitation, il y a de l'attentisme. En fait, au global, on collecte 20 milliards sur le mois de juillet, c'est bon, mais si on prend classe d'actifs par classe d'actifs, il n'y a pas vraiment une dynamique qui se dessine. Ça, c'est un petit peu, ça souligne peut-être une période de prudence. C'est vrai que début juillet, on se place dans la tête d'un investisseur, il se dit vaccin, Covid, variant, les banques centrales qui arrivent à la fin du mois, j'ai les résultats qui vont arriver bientôt, la Chine, il y a des réformes, ça ralentit. Bon, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc normalement, j'ai fait des bonnes pertes sur les premiers mois de l'année, si j'ai un peu suivi le marché quand même. C'est ça. Est-ce que je prends mes profits? Est-ce que je continue? Est-ce que je m'entête? Enfin, il y a vraiment tout ça qui crée une certaine
contingence des événements qui fait que parfois on a des petites corrections. Le 19 juillet, c'est ce qu'on a vu. On a eu sur 1 ou 2 jours une correction des marchés qui est revenue, mais c'est ce stress qui est souligné. Il y a les échéances aussi qui s'alignent. On voit là, on a passé la BCE, la Fed, qui était, on va dire, assez pas trop quiche, donc plutôt neutre, on va dire. Là, on projette vers Jackson Hole à la fin du mois d'août. Peut-être que c'est le nouveau milestone ou peut-être les élections allemandes à la rentrée. Donc, c'est vrai qu'on a ces événements qui font qu'il y a une hésitation. On le voit sur les collectes. Là où ça se démarque, c'est sur le monétaire. On a parlé juste avant de Your Today, c'est bon de le souligner. Depuis le début de l'année, le monétaire, ça faisait moins 40 milliards. Donc une décollecte de 40 milliards. Vraiment, taux bas, liquidité, plan de relance. Allons vers prenons du rendement, prenons des equity. C'était un petit peu boudé. L'obligataire aussi d'ailleurs, c'était assez boudé. Là, on va vers du monétaire sur le mois de juillet. Donc ça veut dire qu'on recherche peut-être de la liquidité, on recherche peut-être aller vers des classes d'actifs stables, disons. Ça se voit aussi sur le monétaire. Il y a 3,5 milliards de collecte sur l'obligataire. Principalement, c'est du court terme. Donc, c'est la même logique. Il y a un peu d'obligations. Position d'attente. Voilà. À ce stade, on peut dire une position d'attente peut-être recherchée par les investisseurs. En tout cas, c'est ce que laisse penser cette collecte sur le monétaire et l'obligataire. Après, il y a d'autres petits éléments intéressants. Par exemple, les stratégies allocation, la collecte de 4 milliards. Donc, sur ces stratégies, les fonds plutôt profilés vont décollecter, mais les fonds flexibles, eux, vont collecter. On a vraiment ce schéma de recherche d'alternatives. Les fonds diversifiés, ils ont été un peu boudés depuis 2-3 ans. Cette année, il y a une amélioration. Il y a 33 milliards depuis le début de l'année. On voit que l'investisseur veut faire confiance au capitaine du bateau. Il est à bord, le capitaine connaît son bateau, connaît l'océan. Il veut quelqu'un qui navigue à vue. Donc, il y a cet état d'esprit de... On veut de la prudence, donc on va s'en remettre aux décisions du gérant. Et finalement, last but not least, les actions. Donc les actions, elles sont plutôt flat, 1,5 milliard de collecte, alors que depuis 2 ans, c'est plutôt autour de 15 milliards par mois de collecte. Donc on est vraiment très en dessous. Mais si on ouvre le capot de la voiture, il y a des choses intéressantes à voir. Donc il y a quand même quelques dynamiques intéressantes. Qu'est-ce qu'on observe alors justement sur la partie action Sur la partie action, déjà, il y a cet état d'esprit, donc toujours dans la prudence, de maximiser la couverture, maximiser sa diversification et aller vers les actifs les plus liquides. On le voit par exemple sur la préférence géographique. On a les fonds actions monde qui collectent, plus 5 milliards. À l'inverse, les fonds actions, les fonds US, les fonds Europe, qui eux avaient plutôt bien collecté les mois précédents, décollectent. On est quasi flat sur les émergents, donc vraiment frilosité sur quelques zones. Par contre, si c'est diversifié géographiquement, allons-y. On joue le monde. On ne veut pas de biais trop géographiques à ce stade. Pas de conviction géographique. On le voit aussi ça sur les fonds indiciels. Les fonds indiciels vont collecter sur ce mois de juillet, plus 1,6 milliard. La gestion active, moins 200 millions. C'est une petite décollecte, mais c'est quand même une décollecte. Il y a un message du allons, sortons du stock picking, allons sur des indices, laissons-nous porter. En plus, c'est des actifs un petit peu plus liquides. Les ETF sont un peu plus liquides. Ça va de pair avec la collecte sur les grandes capis. On a des sociétés de gestion de grande capitalisation qui continuent à collecter au mois de juillet, plus 2,9 milliards quand les small caps décollectent. Donc ça, c'est continu depuis quelques mois. Donc voilà, maximiser la diversification, aller vers les actifs les plus liquides sur cette partie action. Un profil un peu tout-terrain. J'ai l'impression que c'est ce qu'on cherche là à ce stade. Sur les grandes tendances qu'on commente mois après mois avec vous, les équipes de Cantalis, il faut le noter aussi, l'ISR, la montée en puissance de l'ISR. Alors je sais plus, je crois que vous avez un chiffre, c'est 1 euro sur 2 qui va vers des stratégies ISR, c'est ça aujourd'hui? C'est ça, sur l'equity. Oui, on ouvre le capot de la voiture, c'est un moteur électrique dedans, c'est plus un moteur thermique. Là même sur le mois, les fonds ISR collectent actions, quand les fonds non ISR décollectent. Donc là même on a le delta qui est encore plus grand. On le retrouve aussi sur les intérêts des thématiques et des secteurs. Sur les secteurs, qu'est-ce qui a le plus collecté sur ce mois de juillet? Environnement, services aux collectivités, santé et techno. Alors techno, c'est un peu à part, c'est le bulldozer depuis le début de l'année, ça ne s'arrête pas. Mais là, on voit qu'on a des secteurs défensifs sur fond de sujets structurels long terme, un peu ESG. Donc
ça continue vraiment d'intéresser. On a moins de visibilité peut-être sur le court terme. Après, encore une fois, le rallye exceptionnel des marchés. Donc, on va se repositionner sur des méga tendances, sur des tendances de fond. C'est un peu ça l'idée. Hein. C'est un peu, on joue safe, quoi. Ouais. Défensif et en plus avec une vision long terme. Donc, en maximisant sa diversité dans ses portefeuilles. Ouais, intéressant, effectivement. Il n'y a pas de rupture en juillet, mais on voit un comportement quand même un peu plus défensif, comme vous dites. Effectivement, on va chercher un peu plus de liquidité, prendre moins de paris sectoriels ou géographiques, effectivement. Donc, on réalloue un petit peu, les flux se réallouent un petit peu différemment sur ce mois de juillet. Vous évoquez les grandes sociétés de gestion. J'aime bien parce que vous compilez effectivement. Alors, bon, ça fait mal parce qu'effectivement, on voit la prime BlackRock qui marque évidemment tous les esprits. C'est-à-dire qu'ils collectent tout ce qui passe quasiment aujourd'hui. C'est sur le tableau, on voit BlackRock en premier. C'est plus que les 3 qui suivent dans les sociétés de gestion globale. Ils collectent 43 milliards. Depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, quand les 3 qui suivent. C'est en Europe, hein, ça. Hein. En Europe. Fonds européens, oui. Bien sûr. Si en plus j'étalais sur les États-Unis, alors là, le chiffre serait faramineux. Mais c'est plus que la collecte que des 3. C'est ça. DWS, JP Morgan et Allianz collectent autant que BlackRock à 3. Depuis le début de l'année, donc c'est impressionnant. Ah oui, effectivement, c'est impressionnant. BlackRock, entre autres, le géant de la gestion indicielle avec sa filiale iShares. Bon, merci beaucoup pour ce tableau de bord des marchés, Pierre, qui vient conclure donc ce mois de juillet, un mois où les convictions sont peut-être un peu challengées, ce qui ne remet pas en cause quand même la collecte positive, on l'a vu, y compris sur les actions toujours au mois de juillet, des performances en juillet qui auront été positives généralement pour les grands indices actions, même si on voit un peu plus de dispersion et des dynamiques qui ont changé. On aura l'occasion d'en reparler ce soir dans Smart Bourse. Pierre Miramont qui était à nos côtés pour ce tableau de bord du mois de juillet, responsable de l'analyse des fonds et des portefeuilles modèles chez Cantalis. Et pour terminer cette demi-heure, cette émission de la mi-journée sur Bismart, je vous propose de revenir alors sur un match traditionnel, mais qui a peut-être un peu moins de sens aujourd'hui. Hein. Le match gestion active, gestion passive. Justement, on parlait de BlackRock il y a un instant, le géant de la gestion indicielle. Quand on est responsable d'allocation aujourd'hui, on peut utiliser les deux, les trackers et les fonds discrétionnaires dans une allocation. Les frontières sont un peu moins strict, on va dire, entre les ETF d'un côté et les fonds de sélection de valeur de l'autre. En tout cas, c'était le sens du message qui était venu porter François Jubin chez nous il y a quelques semaines à peine, le président de Wise AM. Surtout, on a eu une année 2018 qui était catastrophique, hein, avec, je rappelle, un CAC qui fait -9 et des gestions small cap qui font -21. Donc, tout le monde n'est pas sur les small cap, mais quand on est gérant actif, on va fatalement avoir un biais vers notamment les small caps sur la partie action. Ça c'est une donnée quasiment systématique. Donc une année 2018 très compliquée et finalement des clients qui se disent mais pourquoi je paye des frais de gestion pour gérer un portefeuille qui fait moins bien que des ETF et autres. Donc on voit bien qu'il y a une poussée très très forte vers la gestion passive et là cette année eh bien branle-bas de combat, on se retrouve avec des gestions actives qui font par rapport au 18 mars jusqu'au 31-12 de l'année 2020 qui font 60% quand le CAC fait seulement 40% et frais déduits sur ces performances. Donc on se dit il se passe quelque chose, quoi. Et puis on peut multiplier l'exemple de la surperformance de la gestion active sur 2021 avec beaucoup d'exemples. Donc effectivement ça y est, on commence à être en ébullition et on se dit finalement il se passe quelque chose. Mais justement, qu'est-ce qui se passe déjà si on regarde l'environnement de marché? Pourquoi est-ce que l'environnement de marché depuis mars 2020 est plus propice à la gestion active? Ce qui ne remet pas en cause quand même, ce qu'on décrit d'un mot, mais quand même le cycle de montée en puissance de la gestion passive qui dure depuis plus de 10 ans. On voit quand on regarde les encours, c'est le grand écart entre les flux de collecte vers la gestion passive et la décollecte sur 10 ans en tout cas de la gestion active. Alors, ça va pas changer. C'est-à-dire qu'on a ce flux, c'est-à-dire que cette toile de fond, ces dynamiques-là de fond, elles restent en place. Quelque part, si on a pas trop d'idées sur le marché, sur ce qui doit être fait, eh bien finalement, on va essayer de constituer un portefeuille
qu'on va tenir, et puis le faire à moindre frais. Donc fatalement, on va avoir quelque part un cœur de portefeuille autour de la gestion passive. Mais tout ça, ça ne répond pas à tout, parce que regardez, alors, la question du benchmark, par exemple. Oui, très intéressant. Très intéressante, où on prend une partie des actions monde et une partie des obligations d'État, Barclays, machin, je pense que c'était des obligations d'État. Eh bien, on voit quel intérêt aujourd'hui d'avoir des obligations d'État avec zéro de rendement dans le meilleur des cas. Donc, on va chercher à faire autre chose. Donc, on va aller chercher d'autres classes d'actifs, d'autres stratégies. Et là, la gestion active, elle a son mot à dire. Donc, elle a son mot à dire quand on va aller chercher des segments de marché qui sont pas couverts. Et puis, il y a aussi des bons gérants. Alors, je voudrais quand même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la gestion active, c'est un jeu à somme négative. C'est un peu comme le loto ou le pari sportif. C'est-à-dire que forcément, si on prend la somme de tous les paris qui ont été faits, les paris sportifs qui ont été faits, et si on prend la somme de l'argent qui a été déversé sur un pari sportif, il en reste moins à ceux qui ont gagné que tout ce qui a été mis. Donc, entre-temps, il y a eu des commissions. Voilà, donc c'est les fameux frais de gestion qui sont incriminés dans la gestion active. On se dit, ça ne sert à rien d'aller dans la gestion active, puisque en moyenne, je vais payer plus de frais de gestion que sur de la gestion passive. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la gestion active, il y a des mauvais gérants, il y a des bons gérants. Et les mauvais gérants permettent de financer les bons gérants. Pour faire de bons gérants, il faut qu'il y ait de mauvais gérants. Donc si on supprime les mauvais gérants, on n'aura pas de bons gérants. Donc voilà, tout le monde a son utilité. Et en l'occurrence, ce qu'on souhaite, c'est d'aller sélectionner les bons gérants. Donc voilà, donc il y a des bons gérants, et il faut savoir aujourd'hui, tout le monde travaille à déterminer ce qu'est un bon gérant. Oui, bien sûr, ça c'est le travail que vous faites effectivement en allant sélectionner les fonds. Quand on sélectionne un fonds, on sélectionne aussi d'une certaine manière un gérant et une équipe de gestion. Vous le disiez, c'est vrai que structurellement, quand on est gérant actif, stock picker, on va aller chercher des marchés qui sont un peu moins couverts que les large cap traditionnels. Et donc ça nous amène sur le segment des small et mid cap par exemple, alors qui a été un gros frein à la performance en 2018. C'est vrai qu'il y a eu l'effondrement du marché sur le dernier trimestre, sur le mois de décembre, qui était spectaculaire, qui a pris tout le monde à revers. À l'inverse, vous dites, le retour de la gestion active s'accompagne d'un retour de surperformance de ces valeurs small et mid cap. Ou le contraire. Voilà, donc surperformance des valeurs small et mid cap qui, pour des raisons fondamentales également, qui est bien capté par les gérants actifs, moins par les gérants passifs. Voilà, donc ça, c'est quand même un élément à prendre en compte. Donc là, on voit bien que dans ce que vous dites, c'est un biais de marché, les small cap, qui fait que c'est accessible par la gestion active plus facilement que par la gestion passive. Donc ça, c'est une première raison pour laquelle on peut trouver des gérants actifs, quand il y a un biais structurel. Autre raison, quand on a des process qui ont bien été travaillés et sur lesquels on peut avoir une régularité. Donc il y a quelques gérants qui arrivent dans leur classe d'actifs parce qu'ils ont une vraie connaissance du micro-marché sur lequel ils interviennent. Et bien ils arrivent très régulièrement à créer de la surperformance, et ça c'est intéressant. Alors on peut regarder, parce que là on peut prendre un exemple, l'exemple d'un des fonds de la gamme Carmignac par exemple. Je crois que vous nous avez proposé un graphique comparatif. Non, mais c'est un exemple parmi d'autres. Voilà. Et effectivement, donc la régularité dont vous parlez se traduit par une surperformance qui est régulière dans le temps. Alors on parle de quel fonds de chez Carmignac là en l'occurrence? Ça c'est sur le crédit, c'est un fund credit. Donc c'est un fonds qui est tout terrain en fait quelque part autour de la thématique du crédit. Et quand on le compare à l'indice des obligations au rendement, bien on voit que on a cette surperformance qui est régulière. Et puis après on a d'autres
Ça, c'est vraiment, pour un sélectionneur de fonds, trouver un fonds comme ça, c'est vraiment c'est la pépite, quoi. C'est la pépite, parce qu'on se dit, voilà, on le sélectionne, et puis on part en vacances. Ouais, c'est ça. On laisse le gérant faire son travail. Et puis nous, c'est terminé, quoi. Ouais. Bon, c'est pas aussi simple que ça, parce que derrière, est-ce qu'il faut à un moment donné sortir du high yield? On pourra se poser la question, sachant voilà. Et puis il y a d'autres gérants actifs qui, à un moment donné, ne montrent pas de surperformance par rapport au marché. Voilà, on peut se dire, mais pourquoi je vais payer des frais de gestion? Je prends un risque quand même de gérant, voilà. Et on s'aperçoit que dans certaines configurations de marché, on est content d'avoir un gérant actif. C'est un peu, je reprends la citation de Warren Buffett, c'est je crois que c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui se baignaient sans maillot. Voilà. Bon, donc voilà. Donc là, on a un exemple au premier trimestre 2020 où la mer se retire. Et j'ai pris un autre exemple sur la gestion action du secteur financier, secteur bancaire. Il y a un fonds de chez Axiom. Un fonds de chez Axiom qui est très bien calibré pour comprendre ce qui se passe dans cette classe d'actifs. Mais on voit qu'il ne s'est rien passé dans le fonds pendant quasiment 6 mois, 1 an par rapport au marché. Et puis arrive ce séisme 2020, et là on voit qu'il y a des opportunités qui apparaissent dans le marché des valeurs financières, et une boîte comme Axiom a su en profiter. Donc là on est dans l'exemple d'une stratégie de gestion active qui ne montre pas de valeur tout de suite, mais qui à un moment donné... Pendant des années on passe sous le radar, et puis à un moment donné... Avec une dislocation de marché telle qu'on a vécu, là on gagne des années de performance en quelques mois. Exactement. En conclusion de tout ça, qu'est-ce que ça change quand on construit des allocations justement pour des clients, François? Ça change ça change rien pour nous parce qu'on le fait depuis des années. Mais en tout cas, ce qui change, c'est quand même ce bulldozer de la gestion passive qui nous amène des outils aujourd'hui dont on ne disposait pas il y a quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion passive où on investissait seulement sur le CAC 40 ou le MSCI World, certes, c'est très bien, on peut le faire à 0 frais. Donc très ça bien. Existe toujours, c'est toujours des encours massifs, mais vous dites c'est un peu le Aujourd'hui, nous, notre rôle, on va pas apporter de valeur ajoutée là-dessus. Nous, on va apporter de la valeur ajoutée en allant chercher, par exemple, des outils de gestion passive sur des thématiques qui peuvent être assez particulières. Donc on voit, il y a des gestions passives sur le low vol, par exemple, pour amener des choses. Il y a même sur le secteur bancaire, ça nous arrive combien même on a un fonds du type Axiom qui est intéressant, c'est intéressant pour pouvoir jouer des mouvements de volatilité importants qu'on a sur le secteur bancaire, pouvoir faire des opérations tactiques, se mettre sur le marché, repartir, revenir. L'ETF, c'est quelque chose de facile à manipuler. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce que l'idée de cette conclusion, c'est que les frontières sont beaucoup moins nettes qu'auparavant entre les OPCVM traditionnels gérés par des stock pickers ou des bond pickers et les ETF d'aujourd'hui, en tout cas. Oui, parce que prenons le cas des ETF très spécifiques. Il y a des ETF spécifiques qui ont des frais de gestion aujourd'hui qui sont plus élevés que des frais de gestion actifs. Voilà. Mais c'est-à-dire que les deux ont convergé, ou est-ce que c'est la gestion active qui fait le travail d'optimisation de ces frais Alors, je pense qu'il y a quand même une pression sur les marges en général. C'est-à-dire que je pense que les marges, elles ont un peu diminué sur la gestion active, mais la gestion passive avec des plus de valeur, plus de valeur, ça se paye assez cher. Et puis la gestion, le point de la gestion active, c'est transparent. C'est-à-dire qu'on comprend ce sur quoi on investit. On voit le portefeuille, bref. Dans la gestion active, qui était souvent très discrétionnaire, aujourd'hui, on voit des fonds qui sont de plus en plus transparents sur leur processus. On travaille avec un fonds sur l'énergie solaire ou Actif Solar, pour ne pas le nommer, sur lesquels il y a une trentaine de valeurs. Il y a un process qui est super établi. Il y a très peu de rotation finalement dans le portefeuille. On est finalement très de la philosophie. On se rapproche vraiment de la philosophie. Dans la gestion active, on arrive à se rapprocher de la philosophie de la gestion passive.
François Jubin, qui était avec nous il y a quelques semaines dans Smart Bourse à la mi-journée, le président de Wise AM. Ainsi se termine cette édition. On se retrouve ce soir en direct, bien sûr, à 18h30 sur Bismart. Smart Bourse vous a été présenté en partenariat avec Arthur, la gestion des plus fortunés, enfin pour tous.